Assis derrière son bureau, Edvard Benes, chef du gouvernement tchécoslovaque en exil, attend avec anxiété la visite de deux hommes. Lorsqu'ils entrent, ils lui font le salut militaire et se présentent. Le premier s'appelle Jan Kubis. Il est tchèque, il a 28 ans. Le second est Josef Gabčík, 30 ans, originaire de Slovaquie. Ils font partie du SOE, le Special Operation Executive, chargé d'organiser des opérations de sabotage dans l'Europe occupée. Benes leur montre la photo d'un homme, Reinhard Heydrich. Il leur demande s'ils sont volontaires pour une opération extrêmement dangereuse, voire suicidaire. Les deux hommes n'hésitent pas et acceptent la mission. Qui est cet homme dont le gouvernement tchécoslovaque en exil veut la mort? Depuis 1938 et les accords de Munich, la Tchécoslovaquie a été démantelée. La Slovaquie est devenue indépendante et dirigée par un gouvernement de type fasciste allié à l'Allemagne nazie. Quant à la Tchéquie, rebaptisée Bohême-Moravie, elle est devenue protectorat allemand et placée sous tutelle du Reich. Après les victoires éclairs de la Wehrmacht à l'ouest en 1940, divers mouvements de résistance se sont développés petit à petit dans les pays occupés. À la fin de 1941, ils sont déjà bien développés et organisés, notamment en France. Un seul territoire occupé n'est pas parvenu à créer une véritable organisation de résistance, la Bohême-Moravie. Car elle est dirigée d'une main de fer par cet homme, Reinhard Heydrich. Efficace, brutal, sans pitié, il est l'un des hommes les plus dangereux du Troisième Reich. Un certain nombre d'officiers supérieurs de la Wehrmacht, notamment les aristocrates prussiens, ne se privent pas de railler en privé les hauts dignitaires nazis. Hitler et ses discours hystériques et théâtraux qui frisent le ridicule. Goebbels, avec son allure rachitique et sa démarche boiteuse. Himmler, au visage falot, qui ne supporte pas les armes à feu et la vue du sang. Göring, l'obèse morphinomane, paresseux et suffisant. Un seul homme leur inspire une véritable crainte. Tous ceux qui ont croisé Heydrich sont frappés par son regard de glace. Calme, froid, méthodique, c'est un organisateur hors pair. Nommé adjoint de Himmler à la tête de la SS, il a largement contribué à la nuit des longs couteaux qui a permis l'élimination de la SA, organisation concurrente de la SS. Il a mis sur pied le service de renseignement de l'organisation, n'hésitant pas à utiliser le chantage et la menace contre ses concurrents. En 1939, c'est lui qui organise la fausse attaque de soi-disant terroristes polonais à la frontière, justifiant l'invasion du pays. C'est également lui qui met sur pied les Einsatzgruppen, des groupes de SS, chargés d'éliminer toutes les populations juives à l'Est, au fur et à mesure de l'avancée allemande. Et en janvier 1942, il est le grand organisateur de la conférence de Wannsee, au cours de laquelle est décidée la solution finale, l'extermination de tous les juifs d'Europe. Entre-temps, en septembre 1941, il était nommé gouverneur du protectorat de Bohême-Moravie. En quelques jours, il fait régner la terreur. 400 résistants tchécoslovaques sont exécutés, les réseaux de résistance sont infiltrés et démantelés, la population mise au pas, les campagnes et les villes quadrillées par l'armée. Sa redoutable efficacité a pour conséquence de faire de la Bohême-Moravie le territoire occupé le plus docile d'Europe. En privé, Heydrich est un mari aimant et un père affectueux. Mélomane, fils de musicien, il apprend à ses enfants le violon. Cultivé, c'est également un sportif accompli qui pratique régulièrement l'escrime. Mais c'est surtout un homme froid, méthodique, impitoyable, qui n'hésite pas à utiliser la plus extrême violence pour servir le régime nazi. Fanatique d'Hitler, il lui obéit aveuglément, sans le moindre scrupule, à tel point que le Führer lui-même le surnomme « l'homme au cœur d'acier ». Il terrifie la population tchèque, et pour bien montrer son pouvoir, il se déplace dans une voiture découverte, avec seulement un chauffeur, sans escorte.
Il le sait, personne n'osera jamais s'en prendre à un homme que beaucoup considèrent comme le diable en personne. On le surnomme le boucher de Prague, l'ange blond de la mort. Un jour, il ose même coiffer la couronne de Bohême devant ses enfants pendant quelques instants. Il ignore qu'une vieille légende prédit que quiconque la coiffera alors qu'il n'est pas roi mourra dans l'année qui suit. Edvard Beneš a longtemps hésité avant de donner le feu vert à l'opération qui doit tuer Heydrich, baptisée Anthropoïde. Même si l'opération réussit, il sait que les représailles sur la population civile seront terribles. Mais il sait aussi que tout doit être tenté contre le Troisième Reich, alors au sommet de sa puissance, en cette fin 1941. Jan Kubis et Joseph Gabčík sont parachutés en Bohême-Moravie la nuit du 28 décembre 1941. Ils rejoignent leur contact en pleine campagne, qui leur fournit des vêtements civils et des faux papiers. À Prague, ils prennent contact avec plusieurs familles et organisations anti-nazis qui les aident à se cacher et à se fondre dans la foule. Mais lorsqu'ils leur dévoilent le but de l'opération, celles-ci sont terrifiées. Pour elles, l'attentat est non seulement voué à l'échec, mais il va avoir pour conséquence des représailles sauvages. Mais les ordres sont les ordres, et les deux hommes sont bien décidés à les appliquer, coûte que coûte. Heydrich doit mourir. Ils sont bientôt rejoints par 5 camarades parachutistes, tchécoslovaques comme eux. Ensemble, ils échafaudent plusieurs plans. Ils envisagent d'abord de faire sauter la voie ferrée et le train qui transporte régulièrement Heydrich à Berlin, mais l'opération est trop hasardeuse. Ils décident alors d'en s'en prendre à son véhicule, car il voyage sans escorte. Mais le problème est qu'il s'agit d'une cible mouvante, très difficile à atteindre pour un tireur. Examinant patiemment ses habitudes, il découvre qu'il fait tous les jours le même trajet depuis son domicile jusqu'à son bureau de Prague, à la même heure, 10h30. Or, sur ce trajet, il y a un virage très serré qui oblige le véhicule à ne pas dépasser les 20 km/h. C'est ici qu'aura lieu l'attaque, en plein cœur de Prague. 4 hommes participeront à l'attentat. Joseph Walczak devra se tenir à une centaine de mètres en amont pour prévenir de l'arrivée du véhicule. Adolf Opalka devra traverser la rue pour ralentir encore la voiture, tandis que Gabčík devra surgir et abattre Heydrich d'une rafale de mitraillette. Jan Kubis l'appuiera en cas de nécessité. Les 4 hommes ont subi une préparation très dure dans les commandos britanniques. Experts en armement, surentraînés, ils ont les nerfs solides et sont bien décidés à éliminer le bourreau de leur nation. Postés à proximité de l'arrêt de tramway, devant le virage à côté de l'hôpital Bulovka, les 4 hommes attendent. Il y a de nombreux passants en cette matinée et les tramways sont bondés. Les risques que des civils soient touchés sont importants. Gabčík a caché sa mitraillette sous un ample manteau et tente de ne pas se faire remarquer. Lui et ses compagnons ont les yeux fixés sur Walczak, situé à une cinquantaine de mètres, qui guette l'arrivée de la voiture. Mais à 10h30, toujours rien. La tension monte. Heydrich a-t-il annulé son déplacement? Est-ce un piège? Soudain, Walczak aperçoit une Mercedes décapotable avec un homme assis à l'arrière qu'il reconnaît immédiatement. Heydrich. Il se tourne vers ses compagnons et envoie des signaux lumineux grâce à un miroir de poche. Au moment où la voiture arrive vers le virage, Opalka s'avance doucement devant elle pour l'obliger à ralentir. Gabčík aperçoit alors le tramway qui arrive à son niveau. Il se place derrière, et lorsque celui-ci redémarre, il se trouve à moins de quelques mètres de la voiture. En un éclair, il sort son pistolet mitrailleur, vise et appuie sur la détente. Mais aucun coup ne part. Il recharge, mais rien n'y fait, l'arme est enrayée. Heydrich comprend immédiatement. Il sort son pistolet et ouvre le feu sur Gabčík qui tente de se mettre à l'abri. Pour sauver son ami, Kubis lance une grenade en direction de la voiture qui explose au niveau de la roue arrière.
Des éclats transpercent le dos de Heydrich, mais celui-ci continue de tirer. Il finit par s'effondrer, et les 4 hommes en profitent pour s'enfuir. Heydrich est transporté d'urgence à l'hôpital pour être soigné. Ses blessures sont sérieuses, il a de nombreux éclats de grenade dans le dos, mais les médecins constatent qu'aucun organe n'a été touché. Il survivra. Les 4 assaillants se réfugient chez une famille pragoise, proche de la résistance. Ils sont effondrés. La mission a échoué. Heydrich n'est pas mort. Une gigantesque chasse à l'homme est lancée à travers toute la ville. Les SS et les Gestapo fouillent chaque quartier, arrêtant des milliers de personnes. Tout Prague est en état de siège. Pour ne pas mettre en danger leurs hôtes, les 4 hommes se réfugient dans l'église orthodoxe Saint-Cyril et Méthode, rejoints par 3 autres camarades qui ont préparé la logistique de l'attentat. Mais ils savent qu'ils n'ont aucune chance de s'échapper du pays. Leur capture est inexorable. Soudain, le 8 juin, ils entendent à la radio une nouvelle stupéfiante. Heydrich a succombé à ses blessures. En effet, les éclats de grenade, s'ils n'ont touché aucun organe vital, étaient imprégnés des crins du siège de la voiture. Ils ont progressivement infecté les blessures et provoqué une septicémie. Heydrich succombe à l'âge de 38 ans. Gabčík, Kubis et leurs camarades exultent. Ils ont réussi. Le bourreau de Prague est mort. Ils ont vengé leur patrie. Le Troisième Reich organise des funérailles grandioses pour Heydrich à Berlin, en présence de Hitler, et c'est Himmler qui prononce l'éloge funèbre. Mais les représailles commencent dès le lendemain de l'attentat. Plus de 13 000 personnes sont arrêtées, dont 5 000 qui seront exécutées. Établissant par erreur que la petite ville de Lidice était une cachette des parachutistes et des résistants, la SS incendie et rase le village, tuant 200 habitants et déportant les survivants. La répression s'abat partout, aveugle et impitoyable. À Londres, Churchill, foudrage, menace de raser par des bombardements aériens 3 villages allemands pour chaque village tchèque détruit. Finalement, les Alliés décident de stopper la planification d'assassinats de hauts dirigeants nazis, le prix à payer étant trop fort. À force de recherches, de menaces, de tortures, la Gestapo finit par trouver la cage des parachutistes, l'église Saint-Cyril. Le 17 juin, plus de 700 SS encerclent le bâtiment. Mais les 7 hommes sont bien décidés à vendre chèrement leur peau. Quand les Allemands entrent, ils sont accueillis par un tir nourri. Kubis, Gabčík et leurs compagnons ouvrent le feu sur les assaillants avec leurs fusils mitrailleurs, leurs pistolets, leurs grenades. Les tirs fusent de partout, des dizaines d'Allemands s'effondrent. Après une bataille rangée de près de 2 heures, Kubis est mortellement touché, ainsi que 2 de ses compagnons. Gabčík et les 4 autres, à court de munitions, se donnent la mort pour ne pas être pris vivants. Ils ont réussi à tuer 14 SS et à en blesser 21. Aujourd'hui encore, les murs de l'église Saint-Cyril à Prague portent toujours les traces des impacts de balles, preuve de la résistance acharnée des parachutistes. L'opération Anthropoïde est le seul assassinat réussi d'un haut dignitaire nazi et est considéré comme un des plus grands actes de résistance dans l'Europe occupée. Si le prix à payer a été terrible, l'assassinat de l'homme le plus dangereux du Troisième Reich a démontré que les nazis n'étaient pas invincibles. Que ce soit à Prague ou à Bratislava, la République tchèque et la Slovaquie ne cessent d'honorer leurs héros. Kubis le tchèque, Gabčík le slovaque et leurs compagnons se sont sacrifiés pour montrer au monde que la barbarie nazie pouvait être vaincue.